Alors pour ce premier numéro de Comment je vois, je rappelle que c'est la série dans laquelle je m'exprime de manière totalement improvisée sur un sujet polémique, en essayant d'y donner ma réflexion, dans l'espoir que d'une part je toucherai certaines personnes par des arguments propres, qui me sont propres, et puis d'autre part que certaines personnes qui écouteraient ça ou regarderaient cette vidéo pourraient contribuer à ma propre pensée en mettant leurs propres arguments et leurs propres réflexions dans les commentaires ou par tout autre moyen en cherchant à me contacter. Donc, pour ce premier numéro, je vais essayer de donner ma vision globale de la politique. Alors c'est une question assez vaste qui pourrait paraître complètement absurde. Comment je vois la politique? Bah, mon gars, tu vas prendre un certain temps pour nous expliquer ça. Et oui, je vais prendre un certain temps. Cette vidéo risque de durer vraiment pas mal de temps. Je pense une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, voire plus. Donc, comment je vois la politique? Déjà, on peut essayer de donner une définition assez, disons, floue de la politique. À savoir, la politique, c'est quoi? C'est l'art, au sens technique, au sens latin, c'est-à-dire au sens technique ars, l'art d'organiser la vie en société. Et donc, comment je vois la politique? Je le vois d'une manière parfaitement définie, comme l'art d'organiser la vie en société. Bon, là, j'ai pas dit grand-chose, évidemment, puisque on peut se mettre d'accord sur ce point-là, mais c'est nécessaire de poser les bases, disons, sémantiques de la discussion, à savoir, qu'est-ce que la politique? C'est l'art d'organiser la vie en société, fermez le banc, et on arrête la vidéo ici? Non, certainement pas, puisqu'il va falloir aller un peu plus loin dans l'expression, puisque je vais donner ma propre vision de la politique. Donc, tout d'abord, pourquoi on veut faire de la politique? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que on peut s'engueuler, je suis de droite, je suis de gauche, moi je pense à ça, moi je me définis comme gaulliste, moi je me définis comme socialiste, je me définis comme centriste, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où on n'a pas un objectif final, à savoir, l'objectif de la politique, c'est d'organiser la vie en société. Pourquoi? Pour améliorer la vie des gens. Parce que dans mon système de pensée, disons, je considère que si on voit les choses d'un point de vue un peu plus philosophique, la vie, en général, n'a pas de sens, au sens n'a pas de direction précise. C'est le hasard qui crée les conditions de l'existence sur notre petite planète, et c'est les lois de la physique qui le définissent, et on ne sait pas comment les lois de la physique sont véritablement organisées, si ça s'est fait de manière complètement aléatoire, complètement déterministe. On ne peut pas vraiment donner de réponse à ça dans la mesure où on n'est pas encore remonté suffisamment profondément dans les équations de la cosmologie. Je m'éloigne. Tout ça pour dire que la vie en tant que telle, le parcours temporel de l'univers, je dis n'importe quoi, l'évolution de l'univers n'a pas de but précis. Donc, ça pourrait paraître parfaitement absurde de vouloir s'engueuler pour des petites choses, quoi. Ça va, on n'est vraiment rien. On est, 7 milliards, 8 milliards sur une petite planète en banlieue d'une galaxie moyenne comme pas permis, au milieu d'un amas de galaxies, perdu dans l'univers et ces espaces infinis et son silence éternel. Donc, on pourrait se dire, on s'engueule pour pas grand-chose d'un point de vue politique. Et néanmoins, donc, on pourrait se dire, la vie n'a pas beaucoup de sens, est absurde, on pourrait avoir une vision assez, disons, camusienne de la chose. Néanmoins, comme Camus, on peut se dire que l'absurde, on peut le dépasser, c'est-à-dire qu'on l'admet, voilà. Et pourtant, on vit. Et donc, quitte à vivre, autant s'engager pour que notre vie soit agréable. Et pour qu'elle soit agréable, eh ben, il faut organiser la société de manière cohérente et juste. C'est pourquoi on fait de la politique. Donc ça, c'est les bases philosophiques qui poussent à réfléchir sur pourquoi on fait de la politique. Et maintenant qu'on a posé ça, qu'on a posé ces choses-là, on peut se dire quelle est la finalité globale de mon engagement politique, c'est-à-dire de ma façon de voir l'engagement politique. Eh bien, la finalité globale de cela, je le résume par un mot qui pourrait faire consensus, mais que je vais développer en 5 grands points. Ce mot, c'est humanisme.
C'est-à-dire que je considère que la politique n'a pas d'autre but que d'améliorer la vie des gens et se fait dans un cadre humaniste. C'est tout. Et alors, tout le monde peut en convenir. Néanmoins, je vais développer, et lorsque je vais développer, vous allez constater que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la définition que je donne de l'humanisme, mais bon, je vais essayer quand même de paraître convaincant. Donc pour moi, l'humanisme, qu'est-ce qu'il englobe ? Il englobe 5 grands points, 5 grands piliers, qui procèdent tous de l'amélioration générale des conditions de vie des gens et de l'amélioration générale de la civilisation humaine en général. C'est-à-dire, ces 5 piliers sont démocratie, république, socialisme, écologie et paix. Donc, bon, j'imagine que beaucoup de personnes se disent d'accord avec l'idée d'être démocrate, avec l'idée d'être républicain, et avec l'idée de revendiquer une société de paix. Les 2 autres sujets sont forcément, enfin j'imagine, un peu plus sujets à controverse, c'est-à-dire pourquoi être écolo et pourquoi être socialiste. Bon, dans les 5 cas, on peut s'apercevoir que quand on va vraiment plus loin, plus profondément dans la définition que je donne, et la définition qu'on peut donner de la République, de la démocratie, du socialisme, de l'écologie et de la paix, on peut voir que ce ne sont pas des sujets qui font consensus du tout, d'une part dans le monde, et d'autre part, en particulier dans la société à laquelle nous vivons aujourd'hui en 2018. Donc, il convient d'expliquer point par point ma vision de cet humanisme. En premier lieu, je dirais que la façon de penser l'humanisme se base sur la démocratie. Pourquoi la démocratie ? C'est la base de tout, la démocratie. C'est la base de toute vie en société, puisque ça se fonde sur cette idée particulière qu'on se fait de l'humanité, à savoir que les êtres humains sont égaux en besoins. D'accord ? Tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Des besoins vitaux, d'abord. Ils ont besoin de manger, dormir, aimer, penser, se divertir, se maintenir en bonne santé, par le sport, par des travaux intellectuels pour garder une bonne mémoire, une bonne capacité mentale, etc. Donc, on est tous égaux en besoin. D'accord ? Comme on est tous égaux en besoin, on doit tous être égaux en droit. Parce que si telle personne a le même besoin que telle personne, alors il doit avoir les mêmes droits d'accéder à ses besoins. Donc, on est égaux en droit. Et comment est-ce qu'on fonde le droit ? On fonde le droit par, en politique en tout cas, on fonde le droit par une mise en commun de nos besoins et on les fonde selon des règles de droit par des lois. Donc, je dis beaucoup donc, en conséquence, comme on est égaux en besoin, on doit être égaux en droit, et donc chacun doit pouvoir participer à l'élaboration des lois qui régissent les droits. Et donc comme chacun doit pouvoir participer à l'élaboration des lois qui régissent les droits les droits de la société dans laquelle les gens vivent, alors il faut être démocrate. Et donc c'est quasiment un postulat, parce que tout ça c'est pas vraiment prouvé. Bon, qu'on soit égaux en besoin, ça chacun peut l'admettre. Que ça implique qu'on soit égaux en droit, ok, ça mériterait d'être complètement développé et prouvé. Mais l'idée c'est pas de prouver ça, c'est de dire on est égaux en besoin, donc oui, ça semble assez logique et pertinent de se dire qu'on doit donc être égaux en droit. Et comme chacun a le droit d'accéder à cette liberté, à ses besoins, alors il faut que chacun puisse participer aux règles qui régissent l'accession à ses droits. C'est tout. Alors je bois un coup. Donc on doit être démocrate. Et ça je dis on doit au sens quasi moral. Mais bon, c'est plus on doit au sens ça doit être comme ça. C'est une implication logique, disons. Et bien on se rend compte quand on parle avec des gens en général qui sont pas forcément démocrates. C'est un pari d'être démocrate. Ça nécessite d'être assez sérieux et d'être assez serein vis-à-vis des choses, d'être démocrate. C'est pas une évidence en fait. Tout le monde se dit démocrate
dans le débat public aujourd'hui. Néanmoins, quand on va plus loin dans ce que ça signifie réellement, être démocrate, ah bah, on s'aperçoit en discutant avec des gens que les gens ne sont pas forcément démocrates. Je veux dire par là que il est arrivé que je discute avec certaines personnes qui sont par ailleurs tout à fait charmantes, mais qui, face à un sujet, considèrent que c'est aux gens qui savent de décider. Alors, là-dessus, je veux bien être d'accord, mais comment on définit ceux qui savent, déjà, et ensuite, comment on définit qui doivent décider. C'est-à-dire que des gens sachant, par exemple, un économiste, tout à fait sachant, présenté comme étant un expert, doit pouvoir décider à la place des gens qui, eux, n'entendent rien à l'économie. D'accord, mais s'ils décident des choses qui sont contraires à l'intérêt général, alors les gens qui n'entendent rien à la politique, à l'économie, sont tout de même mis en cause par les décisions qui vont être prises par cette personne seule, dite expert. Et donc, alors j'ai conscience d'être un peu verbeux dans ce que je dis, mais c'est-à-dire, c'est assez simple. Quelqu'un, même le plus expert soit-il, ne peut pas unilatéralement prendre des décisions qui impactent le plus grand monde sans leur demander leur décision. Puisque les gens vont tous être impactés par les décisions économiques qu'ils prennent, même s'ils sont experts. Donc, beaucoup de gens se disent, en général, « Oh là là, les gens sont cons. Les gens n'entendent rien à ces trucs. Oh, les gens sont idiots. Pourquoi ils ont voté ça? Oh là là, ils ont mal voté, etc. etc. » Et donc, finalement, ils font preuve d'un comportement antidémocratique. Alors que, si on est réellement démocrate, on admet comme un postulat, c'est un pari, on se dit la bonne décision viendra du plus grand nombre parce que le plus grand nombre sera forcément impacté partout, de manière variable, par les décisions qu'on prend. Et donc on doit prendre collectivement en main nos règles du jeu. Eh bien, ça ne fait pas l'unanimité. Ce pari ne va pas de soi. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes auraient plutôt une vision oligarchique ou aristocratique du pouvoir. C'est-à-dire que des gens considéraient que les prises de décision devraient être limitées à ceux qui sont les plus en capacité de prendre les décisions. Mais déjà, le fait d'être en capacité de prendre les décisions, c'est assez arbitraire comme façon de faire. Parce que je considère qu'une personne qui est employée dans telle entreprise a autant... prenons un exemple de gauchiste. Je suis gauchiste. Prenons l'exemple d'une entreprise qui va licencier un certain nombre de personnes. Bon, c'est pas très intelligent de prendre l'exemple d'une entreprise. Prenons l'exemple, je sais pas, d'un service public que politiquement on cherche à donner à la concurrence. Et on ne demande pas l'avis des salariés de ce service public. Pourquoi? Parce qu'ils auraient des choses à dire, les gens. Ils auraient des choses à dire pour améliorer le service public, ils auraient des choses à dire pour étendre les capacités de ce service public. Et bien pourtant, on ne leur demande pas leur avis. Et ce sont des experts qui prennent l'avis pour eux. Ah ben, c'est pas très démocratique comme façon de voir les choses. Et quand ils sont pas contents, les gens, on leur dit, ça passera quand même. C'est pas très démocratique comme façon de voir les choses. Vous pourrez leur demander véritablement, concrètement, la démocratie devrait s'épanouir partout, tout le temps. Donc c'est un choix assez ardu d'être démocrate jusqu'au bout. C'est pas si simple. On se dit, l'intérêt général émergera de décisions collectives. Alors que d'autres gens te disent, l'intérêt, ils ne savent pas si c'est général, c'est-à-dire la meilleure solution émergera de ceux qui savent. Pourtant, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'un certain nombre de décisions prises par des gens qui étaient censés être des experts ont tourné au fiasco. Alors je ne remonte pas si loin que ça, parce que je ne suis pas suffisamment informé d'un certain nombre de choses, mais la guerre de 7 ans, c'est une catastrophe, alors que les gens, c'est censé être des gens, des généraux et des nobles qui connaissaient l'art de la guerre. Ils se sont fait défoncer. Je prends que des exemples français, mais peut-être qu'on pourrait les faire, mais c'est ce que je connais le mieux. L'affaire Dreyfus. Des gens censés être experts, on a analysé l'écriture de Dreyfus comme étant celle de Dreyfus. Enfin, l'écriture du faux, du bordereau, comme étant celle de Dreyfus. Or, c'était pas elle. Et ils étaient tellement idiots, il y a un expert en particulier qui
voyait très bien que c'était pas la bonne écriture, mais qui disait, eh ben, Dreyfus a lui-même falsifié sa propre écriture en la déguisant, et pourtant c'est quand même Dreyfus le coupable. Alors que le mec, il était expert, il était censé savoir prendre la décision la plus raisonnable. Eh bien non, il n'a pas pris la décision la plus raisonnable. De même, des experts militaires ont réussi à planter les guerres de 70. En 14, ça a quand même mal tourné et il a fallu que ce soit des politiques qui prennent les décisions pour éviter qu'on évacue Paris, pour éviter qu'on lâche Verdun. Et ben, ce sont des personnalités politiques comme Aristide Briand ou Georges Clemenceau qui ont pris les bonnes décisions et qui ont finalement conduit la France à la victoire. Alors que un certain nombre de généraux, à commencer par Joffre, je crois, qui voulait se barrer de Paris, et Pétain à Verdun, a quand même, bon, il a gagné Verdun, ça c'est vrai, mais c'était quand même un abruti dans la mesure où il voulait à terme abandonner la position, et c'est Briand qui a dit non, on garde Verdun. Briand, oui, je crois que c'est vrai. De même, il voulait pas organiser un deuxième front à l'Est, et il a fallu que ce soit des politiques, des gens qui n'étaient pas formés à ça, qui prennent les bonnes décisions. Et ils ont pris les bonnes décisions et ça a permis la victoire. Alors que quand on laissait aux généraux tout bouffis de suffisance et de médailles prendre les décisions, en 70 et en 14, c'était la pagaille. Alors après, il ne faut pas généraliser. Il est vrai qu'un certain nombre de généraux ont pris de bonnes décisions à des bons moments. Tout ça pour dire que la bonne idée, la bonne décision ne vient pas toujours des experts. Et cet exemple militaire, on pourrait le décliner à Dien Bien Phu, à 1940, et à tout un tas d'autres défaites globales. Alors évidemment, ça peut paraître fallacieux, c'est-à-dire que je prends que des arguments fondés sur des défaites, mais bon, ça prouve bien qu'il arrive que les experts soient faillibles. Par ailleurs, je voudrais prendre comme troisième exemple un exemple plus d'ordre économique, c'est-à-dire qu'en 2008, un certain nombre d'experts préconisaient de continuer la marche de l'économie telle qu'elle allait, et ils n'avaient pas conscience, parce qu'ils étaient tout pétris d'idéologie, que ça allait mal tourner, et de fait ça a mal tourné. Tout ça pour dire que le pouvoir aux experts considérait que les gens sont globalement cons, et ils prennent pas les bonnes décisions, et il faut que ce soit des gens qui savent, qui prennent les bonnes décisions, c'est débile. C'est vrai qu'on a besoin d'expertise. Mais il ne faut pas oublier que d'une part, les experts, ça leur arrive de se tromper, d'autre part, les experts, ça leur arrive d'être tout pétris d'idéologie, et donc de prendre des décisions non pas de manière rationnelle, mais de manière idéologique. Et enfin, et surtout, il existe aussi des exemples très concrets de gens qui n'ont pas de background, comme on pourrait dire, qui n'ont pas de formation dans tel ou tel domaine d'expertise, et qui pourtant peuvent se révéler d'une précieuse intelligence dans des domaines particuliers. Je prends l'exemple de Ambroise Croizat qui a fondé la Sécurité sociale. C'est un ouvrier tourneur qui, au sortir de la guerre, a réussi à mettre en place le système de sécurité sociale que le monde entier nous envie et qui fonctionne quand même relativement bien. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a le trou de la sécu, mais franchement, ça marche très bien. Les gens arrivent à être soignés, ils arrivent à avoir une caisse de retraite, ils arrivent à avoir une caisse d'allocation familiale, ça marche globalement assez bien. Même très bien. Et c'est une grande réalisation faite par un ouvrier. De même, j'avais vu un homme, un reportage quelconque, je crois que c'était sur France 3, un homme qui en Suisse était balayeur et pourtant faisait de la poésie magnifique. Eh bien, je ne comprends pas qu'on ne considère pas le grand nombre comme étant capables vraiment de prendre des décisions collectivement et qu'on les considère plus généralement comme des gens finalement assez cons et qu'on voudrait mener à la bonne décision par le biais d'interventions d'experts, de gens qui sont dits sachants, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des cons partout, il y a des experts très compétents, mais les experts souvent se battent entre eux, et puis il y a des experts très compétents, il y a des gens cons un peu partout, néanmoins, il y a des gens vraiment intelligents quasiment partout, et il y a des experts complètement débiles, qui parfois ont pris des décisions qui ont mené à des désastres. Et donc, le pouvoir aux experts n'est pas une bonne solution. Et toute l'histoire nous montre que, justement, c'est la démocratie, c'est la prise collective de décision qui menait à une organisation de la société plus juste et plus sachante. Et mieux foutue. Et donc, pour que les gens... Alors après,
la démocratie, c'est-à-dire ce pari qu'on dit que l'intelligence collective surgit du grand nombre, de tout le monde, chacun doit pouvoir prendre la décision, elle suppose d'une part d'organiser une éducation, une instruction publique pour que chacun soit en capacité de prendre la décision de manière cohérente, c'est-à-dire que chacun ait les savoirs nécessaires et la méthode de raisonnement nécessaire pour pouvoir prendre une décision, et à ce moment-là on fait confiance à l'intelligence collective. Donc il faut une école publique et bien organisée. Deuxièmement, il faut que l'information soit de qualité, pour que le plus grand nombre soit informé des évolutions éventuelles de tel ou tel domaine de la pensée humaine. Et troisièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'était important. C'est pas grave. Donc, oui, troisièmement, on ne demande pas aux gens de prendre des décisions pour leur intérêt particulier, on leur demande, dans une démocratie, de prendre une décision pour l'intérêt général. C'est-à-dire, prendre une décision qu'ils jugent conforme à l'intérêt du plus grand nombre. Pour résumer sur cette première partie de la démocratie, je suis démocrate. Tout le monde peut se dire démocrate. C'est pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un scoop de se dire démocrate. Néanmoins, quand on va plus profondément dans la démocratie, on se dit, quand même, il faut avoir des bollocks pour dire le pélo du coin, là, le gars qu'on croise, la fille qu'on croise, elle est aussi sachante que celui qui a fait tel temps d'années d'études, enfin, elle a un pouvoir de décision comparable à celui qui a fait tant d'années d'études dans tel domaine, c'est pas normal qu'elle ait la décision. Eh bien si, c'est un pari, c'est comme ça, on va jusqu'au bout de la démarche, parce que d'une part, les experts peuvent se gourer, d'autre part, comme c'est des décisions qui concernent tout le monde doit pouvoir dire son mot, et troisièmement, il y a des gens très intelligents qui surgissent, et dans la mesure où ils sont bien instruits, bien informés, et qui ont la méthode nécessaire de raisonnement, ils peuvent prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision conforme à l'intérêt général. Ça, c'est le premier pilier de ma conception de la politique, à savoir la démocratie. La démocratie jusqu'au bout. Et je remarque que quand on regarde précisément ce que c'est, ça ne fait pas forcément consensus. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, le deuxième pilier que je considère de l'humanisme, c'est la République. Alors tout le monde se dit républicain. Des gens de droite se disent républicains, des gens d'extrême droite se disent républicains, des gens de gauche se disent républicains, des gens du centre se disent républicains. Mais est-ce qu'ils ont vraiment tous compris ce que c'était que la République? La République, c'est un régime politique qui, selon moi, permet la mise en application de la démocratie, c'est-à-dire de la base, la plus efficace. Donc le pilier 2 permet au pilier 1 d'aller jusqu'au bout. Or la République, c'est pas un régime neutre. La République, c'est pas bon, chacun fait un peu ce qu'il veut. Non, non. La République, c'est un régime politique dans lequel on assure aux gens qui sont démocrates. Et les antidémocrates, s'ils ont leur mot à dire, n'ont pas le droit de renverser les principes républicains. C'est-à-dire que la République permet à tout le monde de s'exprimer, c'est la liberté d'expression, mais les gens qui remettent en cause les principes démocratiques, s'ils peuvent s'exprimer, n'ont pas le droit d'agir contre la République. Les républicains sont les vainqueurs de l'histoire actuellement, et ils doivent le rester. Alors ça paraît tout à fait vindicatif, comme façon de voir les choses, etc. Revenons à des choses plus concrètes. Qu'est-ce que la République ? La République, c'est l'organisation démocratique de la France. La République, c'est l'identité de la France. Et la République, se décline dans tout un tas de systèmes qui aujourd'hui sont remis en cause. Le système des services publics, le système de laïcité, le système institutionnel. Or, les gens sont... il y a des gens qui ne sont pas réellement républicains, des gens qui montrent du doigt la Révolution française, je ne pense pas qu'ils soient réellement républicains. Des gens qui montrent du doigt l'idée que la loi doit s'appliquer partout, tout le temps, et quels que soient les gens qui sont soumis à cette loi, ne sont pas véritablement républicains. Des gens qui mettent en cause
la laïcité ne sont pas réellement républicains. Des gens qui mettent en cause l'école républicaine ne sont pas réellement républicains. Des gens qui s'attaquent au service public, je l'ai peut-être déjà dit, ne sont pas réellement républicains. Parce que la République, c'est quelque chose de très... C'est comme un écosystème qu'on a mis 200 ans à mettre en place et qui est très robuste, mais qui est attaqué de toutes parts. Et je remarque que, par exemple, à l'extrême droite, j'ai entendu récemment une députée d'extrême droite nous dire « L'école n'est pas là pour former des citoyens ». Ce n'est pas une vision républicaine de la chose. Des gens qui te disent, à droite ou à l'extrême droite, ou même Macron, qui te disent que la France a des racines... Non, à droite et à l'extrême droite disent « La France a des racines chrétiennes », ce ne sont pas ils ne peuvent pas être réellement républicains parce qu'ils ne sont pas réellement laïcs. Des gens, je reviendrai sur la laïcité dans une autre vidéo, dans un autre audio, où je m'expliquerai plus précisément sur ce que je considère comme étant la laïcité. Des gens qui vous disent que la République s'était réfugiée à Versailles, ça c'est Macron, et n'était pas à Paris pendant la Commune de Paris, c'est pas vrai. Ça, c'est faire preuve d'une vision anti-républicaine de l'histoire. Des gens qui vous disent que le roi, finalement, c'était pas si mal. Et ça, je l'ai entendu sur France 2 le 11 novembre dernier, non, le 8 mai dernier, ça m'a choqué. Qu'on te dise que, oh là, finalement, la royauté, machin, le monarque républicain, c'est quand même pas mal, l'incarnation du pouvoir et tout. Non, c'est pas une vision républicaine de l'histoire. La France, elle est républicaine, c'est-à-dire qu'elle est anti-monarchique, qu'elle est laïque, qu'elle assure des services publics, qu'elle assure une école libre, qu'elle assure la liberté d'expression et qu'elle est l'expression la plus complète de la démocratie. Ça me paraît être comme ça. Et les attaques sur le service public, sur la laïcité, sur l'école républicaine, sur les institutions, sur l'idée même de contre-monarchie, tout ça, c'est attaquer véritablement la République. Donc, je me résume, je suis républicain parce que je suis démocrate et que j'estime que c'est la meilleure façon pour chacun d'organiser les institutions. D'un point de vue philosophique, je suis démocrate, d'un point de vue institutionnel, je suis républicain. Et je remarque que dans les deux cas, ça ne va pas de soi lorsqu'on s'intéresse profondément à ce que ça veut dire et lorsqu'on va profondément dans les discours et dans les pensées des uns et des autres. Le troisième pilier de ma conception politique est plus d'ordre économique. C'est-à-dire que je me dis comme socialiste, mais socialiste au sens fort. Alors c'est assez compliqué de voir ça. Socialiste, c'est un terme qui a été pas mal dévoyé. Alors je définis mon socialisme comme socialisme démocratique, c'est-à-dire que c'est pas le socialisme dont se revendiquaient par exemple les bolcheviks en 1917, ou dont se revendiquaient les socialistes révolutionnaires de la fin du 19e siècle, comme Auguste Blanqui, ou comme Proudhon. Parce que le socialisme, il faut comprendre que c'est un mouvement très vaste. Socialisme, en fait, ça désigne tout le mouvement anticapitaliste, disons, ou altercapitaliste, ou qui remet en cause le capitalisme, dans ses fondements, dans les détails. Donc, socialisme, ça pourrait englober indifféremment les anarchistes, les libertaires, les communistes, les socialistes, les sociodémocrates, voire les sociolibéraux. C'est un terme qui a été complètement dévoyé et souillé. Moi, quand je parle de socialisme, il faut bien comprendre que je parle de socialisme démocratique. C'est-à-dire, si on doit prendre un exemple dans l'histoire, la vision jaurétienne, donc de Jaurès, du socialisme. Je suis d'un socialisme, du même socialisme que Jean Jaurès. C'est-à-dire le socialisme qui considère que c'est, la vision de pensée qui considère que le socialisme est l'aboutissement complet de la République, qui considère que la Révolution de 1789 a instauré en France la démocratie dans la cité, et qui convient maintenant de l'installer dans l'entreprise et dans l'économie. Ne pas laisser les choses aller à volo. Donc le socialisme, ce n'est que la République complète. Le socialisme démocratique dont je me revendique, ce n'est que la République concrète. Donc vous voyez qu'il y a un sens. À la base, je suis démocrate,
Je considère que tout le monde doit pouvoir décider librement et dans un débat cohérent. Et qu'on ne doit pas s'engueuler et se taper dessus quand on n'est pas d'accord. Ensuite, le mode d'application institutionnelle de la démocratie, c'est la République. Et cette République, quand elle est poussée au bout, eh ben, ça nous amène au socialisme, c'est-à-dire on applique les principes démocratiques qui ont été mis en place dans les institutions, on les applique également dans les domaines, dans le champ de l'économie. Le socialisme, ça consiste à dire que l'accaparation des richesses par un certain nombre n'est pas tolérable moralement, puisque cette accaparation des richesses met en cause les principes mêmes de la démocratie et met en cause les principes mêmes de la République. C'est-à-dire qu'au nom du capitalisme, au nom, disons, du libre-échange, du néolibéralisme, appelez-le comme vous voulez, au nom de cette pseudo-liberté économique, on reviendrait sur les services publics en les rendant privés, on reviendrait sur l'école républicaine, on reviendrait sur la loi républicaine, on reviendrait sur tout un tas de concepts qui mettent en cause la République même. Et donc le socialisme est un autre mode de pensée qui considère que ce mode assez barbare qu'est la vision capitalistique de l'histoire, le libéralisme, le néolibéralisme, l'ordolibéralisme, appelez-le comme vous voulez, une fois de plus, cette vision barbare, au sens assez peu cohérent, assez bordélique. C'est le bordel, c'est chacun fait comme il veut, c'est chacun pour soi. C'est que le meilleur gagne. Non pas le meilleur, c'est que le plus chanceux, le plus fortuné, le mieux né gagne. Ah non, on se dit, on peut pas vivre dans cette société où c'est chacun pour soi. Donc, il faut organiser les choses. Donc je me dis socialiste dans cette vision-là. Je ferai sans doute une vidéo un peu plus complète sur ma vision de l'économie, disons comment je vois l'économie. Mais considérer dans cette façon de voir que si je suis socialiste, c'est justement parce que j'applique jusqu'au bout la République et que je me dis que le triomphe du plus fort n'est pas acceptable. Enfin, le triomphe du mieux né, ou le triomphe du plus fortuné, ou le triomphe du plus chanceux, au détriment de tous les autres, n'est pas acceptable. C'est justement parce que je suis démocrate et républicain que je suis socialiste au sens fort, c'est-à-dire au sens jaurétien du terme. Cinquièmement, le cinquième pilier de ma pensée consiste à l'écologie. L'écologie. Et l'écologie, ce n'est jamais que l'application de la démocratie, de la République et du socialisme en cohérence avec notre environnement. C'est-à-dire que on considère que, certes, on est démocrate, c'est-à-dire qu'on se reconnaît égaux et que tout le monde participe à l'élaboration des lois. On est républicain, c'est-à-dire le mode d'organisation de la démocratie dans les institutions. On est socialiste, c'est-à-dire c'est le mode d'organisation républicain et démocrate dans l'économie. Et on est en plus écologiste parce que on considère que tout ça doit rentrer en cohérence avec en harmonie avec l'ordre du monde. Et donc, on ne doit pas, et ça c'est toujours philosophique, hein, là je suis très général, je ne prends pas d'exemple particulier, je vous donne juste ma vision des choses, et après, en fonction de chaque système, de chaque cause, je dis n'importe quoi, pardon, en fonction de chaque polémique, de chaque événement, je prends une décision en fonction de cette grille d'analyse, disons, assez grossière. Je me dis, ça vient naturellement, mais je me rends compte que les décisions que je prends, les positions que j'occupe, les opinions que je développe sont généralement en cohérence avec la démocratie, la République, le socialisme et l'écologie, c'est-à-dire on vit en harmonie avec la nature, avec les animaux, on ne la pollue pas, on ne la dézingue pas, on rend ce qu'on lui prend et on essaye de s'intégrer d'une manière logique, cohérente avec notre environnement et pas d'avoir juste un rapport d'exploitation à cet environnement. Et ça va pas de soi. Ça va pas de soi même à gauche parce que y a des gens à gauche qui sont démocrates, qui sont républicains, qui sont socialistes, mais qui sont pas écolos. C'est-à-dire qu'ils considèrent que pour être socialiste, il faut produire, et pour que tout le monde puisse accéder aux richesses, il faut produire de la richesse, et il faut bien la répartir. Donc ils peuvent être les 3 premiers, mais ils ne sont pas les derniers. Donc ça ne fait pas l'unanimité non plus d'être écologiste. Et pourtant,
on se rend compte, quand on va juste un peu plus loin, qu'on peut pas même produire des richesses et les partager bien, sans prendre en compte ce qui se passe dans l'environnement, puisque l'environnement est un bien commun, et que comme on est socialiste, républicain et démocrate, on considère que le bien commun doit être préservé, parce que sinon, ça nous retombera sur la gueule à tous. Et donc, comme on est républicain, démocrate et socialiste, on doit être écologiste pour que le bien commun, la nature, notre planète, ne soit pas flingué par les appétits de quelques-uns ou les ambitions de quelques autres. Donc, si je me résume à cette étape, je suis démocrate, parce que je crois que tout le monde doit pouvoir participer à la prise de décision. Je suis républicain, parce que je pense que les institutions, c'est le mode institutionnel qui permet la meilleure expression de cette démocratie. Je suis socialiste, parce que je considère que c'est l'application de la démocratie et de la République dans l'économie. Et je suis écologiste, parce que je considère que c'est le fait de rentrer en cohérence la rentrée en cohérence de la démocratie, de la République et du socialisme avec l'environnement. Enfin, d'un point de vue général, d'un point de vue géopolitique, je suis partisan de la paix. Et donc, je suis internationaliste. Parce que donc, on a vu l'aspect philosophique, l'aspect institutionnel, l'aspect économique, l'aspect environnemental de ma pensée. Maintenant, voyons l'aspect géopolitique, c'est-à-dire comment les sociétés cohabitent, comment les sociétés interagissent. Les sociétés, différentes sociétés, qui n'ont pas les mêmes traditions, qui n'ont pas les mêmes objectifs immédiats, qui n'ont pas la même histoire, et qui n'ont pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Bien, comment on arrive à garder une harmonie entre toutes ces sociétés? On a vu l'harmonie avec la nature, voyons maintenant l'harmonie entre les sociétés. Eh bien, c'est internationaliste. C'est-à-dire que ma vision du monde, au sens ma vision géopolitique du monde, consiste à dire on est tous des êtres humains, donc on doit tous se considérer comme égaux, donc il n'y a pas de raison qu'on s'engueule entre nous. Et donc, pour éviter la guerre, pour éviter les conflits, il faut s'entraider. Donc l'entraide, ça passe par l'aide aux migrants, ça passe par les collaborations réelles entre les peuples, ça passe par les collaborations scientifiques, les éducatives, culturelles, institutionnelles. Et donc c'est internationaliste. Et ça se conjugue très bien avec mon idée que je me fais de la République, parce que je suis républicain, mais je suis pour autant patriote. C'est-à-dire que je suis français, et je considère que justement la France a son mot à dire dans l'organisation du monde. Pourquoi elle a son mot à dire? Parce que son histoire particulière lui a fait découvrir des voies inexplorées par d'autres personnes jusqu'alors, à savoir la démocratie par la Révolution française, la République par toutes les autres luttes et toute la construction qui en a suivi, et le socialisme démocratique, à peu près parce que la France est une république sociale. Donc, censé l'être, elle l'est plus vraiment pour longtemps. Donc, on a cette histoire particulière qu'on veut mettre en commun avec les autres peuples, parce que justement, pour préserver l'environnement, pour s'éviter les guerres, eh bien, il faut se mettre d'accord. Il faut prendre des décisions à l'échelle du monde. Donc, il faut qu'on ait une voix qui porte. C'est pour ça que je suis patriote, c'est-à-dire je considère qu'il faut que notre voix porte. Mais, en plus de ça, il faut que notre voix porte dans un but de partage. C'est pour ça que je suis internationaliste. Et donc j'arrive à concilier le patriotisme, c'est-à-dire la fierté d'être français et la fierté que mon pays ait apporté certaines choses à l'humanité, comme d'autres pays ont apporté d'autres choses à l'humanité, et je leur suis reconnaissant pour ça. Et ces intelligences qu'on a développées, ces modes d'action qu'on a développés, particulièrement en France, on les met en partage avec les autres. Donc, mon patriotisme est internationaliste. Voilà comment je vois, en règle générale, la politique. Et vous remarquerez que, quand on est atlantiste, on ne peut pas être internationaliste. Quand on est nationaliste, évidemment, on ne peut pas être internationaliste. Quand on est productiviste, on ne peut pas être écologiste. Quand on défend
le capitalisme financiarisé de notre époque, on ne peut pas être socialiste. Quand on a une vision macroniste, jupitérienne, disons, des institutions, on ne peut pas être républicain. Et quand on défend le pouvoir aux experts, on n'est pas réellement démocrate. C'est pourquoi mes positions sont relativement polémiques. Et je me félicite de ça, c'est-à-dire que j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas de mon avis. Et donc je vous engage dans les commentaires à m'expliquer quelles sont vos positions personnelles, quelles seraient les contradictions que vous pourriez apporter à mes raisonnements. Je suis vraiment friand de discuter avec vous et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour justement simuler le débat. Alors je suis désolé, j'ai mis 40 minutes à expliquer 5 mots, 6, c'est-à-dire humanisme, démocratie, république, socialisme, écologie et internationalisme, disons paix. Parce que, alors oui, je suis pacifiste parce que c'est l'intérêt général de l'humanité, c'est d'être en paix. Bon. Mais c'est aussi d'être écologiste, donc on pourrait dire ça. Donc j'ai mis 40 minutes à expliquer 5 mots parce que j'estimais que ce sont des mots qui ne sont pas suffisamment expliqués et dont tout le monde se revendique sans vraiment aller chercher au fond ce qu'ils veulent dire. Et c'est pour ça que je tenais à m'exprimer sur le sujet, sur comment je vois la politique, par ces 5 piliers que je regroupe en un mot, humanisme. Je vous remercie de votre attention, et puis salut!